Bienvenue dans votre émission Parentalité, on en parle. Je m'appelle Elisa Billiard, je suis praticienne en santé naturelle et relaxologue et je vous accompagne vers un bien-être au sein de votre famille. Aujourd'hui, nous allons parler de l'univers des contes, de la magie des contes avec les enfants. Alors, faut-il conserver cette magie le plus longtemps possible? On va parler des contes de notre culture, de notre enfance, mais aussi des contes de Noël. Comment faire pour préserver cette magie avec nos enfants? Et pour cela, nous avons invité Jala, qui est une figure emblématique de ces contes. Tu es éditrice, tu es conteuse, tu es marionnettiste, tu fais plein de choses. Raconte-nous un petit peu ta vie, ton histoire. Oh mon Dieu. Tu dis bonjour? Bonjour. Tu t'appelles Antonis. Voilà. Ok. Donc, effectivement, je m'appelle Jala. Je suis également ventriloque. Là, ce qu'on fait là, c'est de la ventriloquie. Ce sont des marionnettes bien spécifiques. Oui, tu es spécial. D'accord. Et puis, alors j'ai entendu la question, est-ce qu'il faut conserver la magie? Jusqu'à un certain âge, oui. Jusqu'à 105 ans, ça peut aller. Hein? Tout à fait. C'est ce que je me suis dit, parce que je te vois toujours dans cet univers. Tu as déjà un certain âge, on ne va pas dire ton âge à la télé. Non, il y a pas de souci. Tu es toujours dans cet univers depuis des années et des années. Qu'est-ce que ça t'apporte d'être dans cet univers? Alors, disons que j'ai créé mon monde imaginé. Voilà, j'ai imaginé un petit peu mon monde, parce que le monde réel est des fois un peu terrible. Oui. Voilà. Alors, pour pouvoir s'exprimer effectivement dans les contes et dans tout cela, il faut se mettre un petit peu à côté. C'est ce que j'ai essayé de faire. Bon, ça fait plus de 30 ans. Bon, comme tu dis, j'ai un âge, moyen l'âge. Et puis, je suis surtout, je travaille beaucoup pour le côté culturel de mon pays. Voilà, c'est pour ça que je tiens, justement, je pense qu'on va parler un peu de Noël. Tout à fait. Voilà, parce qu'il y a Noël, il y a des Noëls. Il y a le Noël de tous les pays, et puis il y a le Noël de chez nous. Exactement. Parce que nous avons des spécificités. Donc, je veux partager avec les... Enfin, je suis une enfant et on m'a couillonné quand je suis née parce que je ne savais pas que j'allais grandir. Eh oui. Voilà. Donc, j'ai voulu rester l'enfant que j'étais, même si j'ai un âge. Et puis, on continue de rêver, on continue de faire... On se fait plaisir d'abord pour nous, les écrivains et tout cela, nous sommes un peu peut-être égoïstes. On doit se faire plaisir avant, et puis ça fait plaisir aux autres. Voilà, c'est cette notion de partage que nous avons. Alors, rêve, je ne sais pas s'il y a vraiment le rêve, mais il y a l'envie d'être mieux, d'être bien. Parce qu'on sait qu'il y a l'équerre, il y a tout ce qui est à côté, etc. Mais quand même, on essaie de mettre ça de côté, et puis d'être dans un bien-être, d'être dans une espèce de plénitude, même si on sait qu'on va retrouver autre chose après. Eh oui, parce que tu as parlé de partage. Partager un conte, c'est le raconter aux enfants, c'est le raconter aux adultes aussi. Tu as des adultes qui te suivent, qui te regardent avec des yeux pleins d'étoiles. Eh bien, l'avantage que j'ai, c'est que j'ai commencé avec des personnes qui ont grandi et qui, à leur tour, ont eu des enfants. Et oui. Voilà. Et même les grands-parents de ces enfants me disent « Maman, ich moi bibou » et puis c'est contour. Si ich moi aussi, c'est contour. Donc, c'est important, effectivement, d'être présent dans toute la durée, parce que j'ai déjà touché plus d'une génération. Hein. Effectivement, il y a les petits qui viennent maintenant, bien que j'essaie quand même de passer le flambeau, parce qu'il faut faire une transmission. On n'est pas éternel. Mais cet engouement reste quand même, et c'est comme ça qu'on maintient une tradition. Exactement, exactement. Faut pas se perdre dans toutes les traditions qu'il y a dans les autres pays. Les connaître, c'est bien, puisqu'il faut agrandir ses connaissances, mais les adopter, pour moi, c'est pas une bonne chose. Donc tu as parlé de transmission, on transmet beaucoup de choses à travers les contes. D'ailleurs, l'histoire
vient aussi des contes. On transmettait, avant on n'écrivait pas, on transmettait de voix à voix ce qui s'était passé. Et ça s'est transformé au fil du temps en histoire peut-être un peu rocambolesque, mais à la base, il y a quand même des faits réels. Absolument. De toute façon, le conte, il est universel. Dans tous les pays du monde, il y a des contes. Et chaque pays a ses spécificités. Et quand tu vas entendre, bon, nous, on descend beaucoup de l'Afrique, et quand tu vas entendre les conteurs, ou plutôt on dit les griots, Oui. de l'Afrique, on sent une ressemblance un petit peu avec nos contes aux Antilles. Voilà, la manière de le dire. Tout à Mais fait. les contenus sont différents. Dans les contes, il y a beaucoup de vrais, qu'on a enveloppés, disons, enrobés, etc. Mais il y a beaucoup de vrais dans les contes. Et par exemple, bon, je vais vous dire peut-être tout à l'heure un petit conte de Noël. Tout à fait. Eh bien, le conte de Noël, c'est le rêve d'Alexandre. Ça raconte toute la magie et puis la réalité qu'il y a autour de Noël. Il y a écrit. Yékra. Il y a mystique. Il y a Mystikra. Est-ce que la cour dort? Mais non, la cour ne dort pas, n'est-ce pas? Alors, maman, il m'a que raconté les autres, le rêve d'Alexandre. Alexandre, c'est un beau qui arrêtait la campagne. Mais, voisinage là, tout le monde qui vit bien la campagne, c'est y'en a l'autre. Mais un jour, il a décidé de faire un chemin passer là, Alexandre qui arrêtait. Alors, bon, vous imaginez bien, il faut remettre les maisons, etc. Ils ont construit des immeubles un petit peu plus loin et Alexandre doit aller habiter avec d'autres voisins dans cet immeuble. Mais Alexandre avait l'habitude d'élever son petit cochon près de la maison parce que vous savez qu'en Noël, ça se prépare sur une année. C'est pas hier qu'on allait acheter un cochon pour demain. Et puis, ils ont un cochon, comme on appelle, à moitié, c'est-à-dire avec un voisin qui a de l'argent, on achète un cochon ensemble, on nourrit, etc. Et le jour de Noël, on tue le cochon et on le sépare. Voilà, chacun à la moitié du cochon. Ça s'appelle les cochons à moitié. Alors, les Alexandre qui vient dans l'immeuble là, maman, il ne peut pas mettre les cochons dans le baignoire là. Alors, il a dit voisin, l'autre voisin, il ne veut pas prendre Kaeli. Alors, bien sûr, ils se sont entendus pour pouvoir mettre ce cochon à moitié. Et puis, le jour de Noël, c'est-à-dire le matin du 24, parce qu'on tue le cochon, ce jour-là, toute bagaille apparaît, l'oignon pays à sous table. Le cochon, on l'a fait jeûner, puisque, vous connaissez la tradition, il ne faut pas qu'il mange le même jour. Mais il y a du pain qui est en train de tremper, il y a les odeurs de la nourriture, il y a les bouteilles de rhum, de shrub et tout cela là. Mais couteaux à aiguiser, toute bagaille, il y a un gros diffé, un gros boucan. Est-ce qu'il faut de l'eau chaude pour enlever les poils sur le cochon? Alors, toute bagaille là, mais cochon, il a jeûné depuis des jours, mais il est attaché avec une chaîne de chanvre, une corde plutôt. Vous savez, le chanvre, on fait les cordes soi-même. Et puis, tous ces mounons-là, mais il n'y a pas qu'à y commencer à travailler à 4 heures du matin, sans y prendre un petit décollage, sans y prendre un petit pété-pied, sans y prendre un petit départ. Alors, là, il y a qu'à faire des affaires. Mais cochon qui va aller là, puis qui apporte toute l'eau des épices là. Et qui a dit, ah non, il faut des moments manger en bagaille. Alors, il commence à râler code là. Mais par malheur ou par bonheur, code là arrivé, bon diffé. Et puis, code là pris diffé. Votre maman, bien sûr, code là pété. Cochon commence à courir, puisque ni diffé dans code là. Il courit. Et il allait serrer, nous pas savoir qui côté. Laissez-moi nous que cochon échappé. Tout le monde a cherché cochon tout partout. Ils n'ont pas trouvé cochon. Il y a cru. Il y a gras. Il y a mystique. Il y a mystique. Mais, le cas dit comme ça que Alexandre allait coucher et qu'attendre les souhaits, tout le monde a chanté Noël. Il a pris belle l'eau, des bouts de cochon, ragoût, yom ça, et lui-même, il n'a ni rien. Il dit comme ça, ah, messieurs. Tout ça, bagaille, moi, j'ai fait battre tout le monde. Je dis, c'est journal, moi, pas ni un petit cochon. Vous qui allez, il a dit, moi, on a fait du bien. Songez-moi, soyez. Et puis, il allait dormir. Monsieur fait un qualité, monsieur, revenir, qui vient, oui. Et puis, un qualité bas blanc. Il dit comme ça,
Là, quand il est levé demain matin, là, on mettait ces 3 roches différentes pour faire boucan. Ou quand on y tirait ces roches-là, et puis fouillait terre, au cas où il trouvait un baguette. Et bien, le lendemain matin, là, il levé, il dit comme ça, mais c'était un rêve, ça peut pas réel. Mais écoutez, quand même, il allait fouiller. Il trouvait un jalot. Il pas dit personne aille. Il allait prendre jalot là. Il dépensait. Il bat voisin, il bat famille. Il distribuait tout le monde. Et puis, lui-même, il fait anti-chapelle pour remercier mon nom qui t'a fait trouver jalot. Il écrit. Il écrit. C'est ce qu'il fait. Merci pour cette histoire. Alors moi-même, j'écoute, je suis dans l'histoire, j'imagine. L'imaginaire est très important. Ah oui, puis là tu imagines l'ambiance. Bien sûr. Le couteau bien aiguisé, là tu entends le bruit, etc. On a les odeurs, on a tout. Il y a tout. Alors c'est pas un conte de moi, c'est un conte très ancien, un conte qui fait partie de la tradition, mais qui met bien les choses. Bon, et puis moi j'ai raccourci un petit peu, mais bon, tu mets plein de choses dedans pour faire vivre les gens, faire vivre le conte, et puis les gens des fois interviennent. Et c'est ça qui est magique, c'est qu'en fait on est là en famille, on a des histoires qui sont contées par nos mères, par nos grands-mères, par nos papis, par nos oncles, nos tantes, etc. Voilà. Chacun va y mettre du sien, va ajouter, va modifier un peu cette histoire de base. Et on va avoir des histoires particulières dans certaines familles. Et puis, selon nos origines aussi, on va pouvoir se l'approprier. Effectivement, la richesse du conte, c'est que la personne qui raconte met sa sauce dedans. Voilà. Donc, tu peux entendre 2 fois le même conte, 3 fois le même conte, mais il y aura toujours des variantes. Tout à fait. C'est d'abord des contes que j'ai déjà entendus ici, mais je les ai entendus aussi dans les autres pays. Il y a toujours, par exemple, il y a un conte sur l'histoire de roche du diable. Eh bien, partout, le conte est dit de manière différente. Une fois, c'est une petite fille qui est restée collée sur la roche. Une autre fois, c'est un grand-père qui était à la campagne, qui était resté collé sur la roche. Il y a plein de variations autour, parfois, de même conte. Donc, des fois, on ne sait même pas l'origine du conte. Oui, voilà. D'où c'est sorti, effectivement. Voilà. Il devient carrément universel et à la sauce de chaque culture. Mais alors, il y a quand même un lien dans tous ces contes, c'est qu'il y a toujours un méchant, un gentil, quelquefois une sorcière, quelquefois quelqu'un qui va taper l'autre. Il y a toujours une morale, il y a une trame sur ces contes. Oui, mais chez nous, les contes antillais n'ont pas tout à fait la même trame que les autres contes. Chez nous, puisque tu imagines que c'est arrivé dans la souffrance, puisque c'était les esclaves, je ne dis pas les esclaves, les Africains déportés en Martinique pour être mis en esclavage, comme dans d'autres pays également. Donc, ces contes-là, c'était surtout des contes de résistance. Alors, tu ne vas pas trouver des fées, etc., qui sont des cultures d'ailleurs. Oui. Tu vas trouver des gens qui étaient là et qui pour supporter la souffrance, la maltraitance aussi, eux sont obligés d'inventer des contes pour se mettre dans... Et puis, les personnages représentent un petit peu la société dans laquelle ils étaient. Et pour ça, souvent, tu vas rencontrer compère lapin, tu vas rencontrer compère bœuf, tu vas rencontrer tous ces personnages-là. Là, c'est vraiment la base des contes martiniquais, antillais. Et puis ensuite, il y a l'autre sorte de contes, comme celui que je viens de raconter, qui est plutôt les contes de ce que nous vivons, mais un petit peu quand même après l'esclavage. Parce que pendant la période de plantation, les contes, c'était vraiment des contes revendicatifs, des contes de coups bas, parce qu'Opère Lapin faisait souvent des coups bas. Celui-là, c'était un ancien esclave, etc. Donc, il y a plusieurs styles de contes. Oui. Voilà. Et maintenant, de plus en plus, nous écrivons, parce qu'on a maintenant, comme on dit au Canon, nous choy, encreuil et matché, et chacun invente des contes qui ressemblent un peu aux contes d'ailleurs et puis qui sont un petit peu adaptés au pays. Oui, voilà. Puisqu'on a une population qui se mélange aussi et qui va chercher aussi dans ses propres cultures. Le Père Noël en fait partie.
Mais oui, pas de faire Père Noël avant, mais il est arrivé et aujourd'hui Noël est très important en Martinique. Pourquoi c'est arrivé comme ça? Alors moi je ne saurais te dire, mais tout ce que je peux dire, c'est comme je disais tout à l'heure, un Noël se prépare au moins 1 an à l'avance avec le cochon qu'on nourrit et tout cela. Et puis à l'arrivée de Noël, nous on n'avait pas de sapin de Noël, c'est pour ça que jusqu'à maintenant je lutte contre le sapin. On a un arbre de Noël. Tout à fait. Parce que chez nous, mes parents allaient couper une branche, soit de manguier, d'un arbre quelconque qui était là, et puis on mettait effectivement les guirlandes. Noël était préparé à l'avance. Pourquoi? Parce qu'on achetait des espèces de gros jambons. C'était recouvert d'une couche, d'une espèce de plastique. Nous, on disait que c'était du goudron, parce que c'était noir. Il fallait couper ça avec un couteau. Et on mettait ça à tremper dans un gros faitout 2-3 jours avant de le faire cuire. Et puis il y avait un papier spécial pour faire la crèche. On l'appelait papier coche. Parce que ça ressemblait à des rochers, il y avait des petites taches blanches dessus, etc. C'est avec ça qu'on faisait nos coches de Noël. Et puis avant Noël aussi, il y avait ce qu'on appelle le muguet. Le muguet, pas le muguet de France, là, du 1er mai. Le muguet de chez nous. Chez nous, c'est en décembre. Novembre-décembre que le muguet fleurit. Il est tout blanc aussi, il pousse dans les arbres. Bon, c'est une liane. On avait ce muguet-là. Et puis on avait aussi ce qu'on appelle fleurie Noël. Oui. C'est une petite plante aussi qui fleurit souvent à Noël, les petites fleurs blanches. Il y avait tout ça. Donc, chez nous, le Noël, on prenait déjà l'odeur. Depuis un moment, c'était pas le score. Bon, j'ai pas connu vraiment les chantés de Noël comme il y a maintenant. Ça se développe extrêmement vite et puis il y a plein de groupes. Bon, dans mon enfance, on n'avait pas ça. Mais on avait le petit cantique de Monsieur Louloubou à la ville. Et puis, on chantait, mais juste peut-être quelques jours avant Noël. Mais Noël commence dès que il y a eu les jours des morts et tout cela. Eh bien, Noël commence. Tout à fait. On change de décor et on est plus dans la joie, le bonheur et le partage en famille. Et puis c'est aussi la saison des oranges et des mandarines. Et nous, on faisait dans les familles une espèce de régime, c'est-à-dire qu'on prenait un bâton avec plein d'oranges, plein de mandarines, avec les petites branches quand même, et on attachait comme ça tout autour du bâton, et ça faisait comme si c'était un gros régime avec plein d'oranges et de mandarines mélangées. Et puis de temps en temps, on prenait une comme ça. Maintenant, je ne vois quasiment plus ce système-là, mais c'est vraiment la saison des oranges et des mandarines. Et puis le soir de Noël, quand même, je ne sais pas où mes parents ont pris ça, puisque il n'y avait pas Internet, tout ça. Il n'y avait pas de cheminée, il n'y avait pas tout ça, mais on mettait quand même nos chaussures sous la table du salon. Voilà. Sous la table du salon, bon, nous étions 7 enfants. Ok, ça fait beaucoup de chaussures. Donc, voilà. Donc, il fallait mettre un côté. Il fallait mettre un côté de chaussures. Et puis, effectivement, le matin, nous, on ne sait pas par quel miracle, on avait des cadeaux. Bon, c'était pas les cadeaux de maintenant, les grosses bicyclettes, les gros trucs. Ça devait rentrer dans la chaussure. Ça n'entrait pas vraiment tout à fait, mais enfin, on savait quel cadeau était destiné à qui. Parce que bon, j'ai pas été élevé dans l'opulence. Et donc, chacun avait quand même son petit cadeau. Donc, et puis, le jour de Noël, alors là, nous étions qu'à manger, bon manger, parce qu'il y avait toujours du cochon, yam sasa. Des fois, un peu avant, il y a des gens qui allaient dans les campagnes fouiller des ignames, ce qu'on appelle l'igname sauvage. Ça existe encore. Il y a des gens qui vont quelques jours avant Noël, même quelques semaines, fouiller les ignames, et il y en a qui oublient de couper la tête et puis de replanter l'igname. Comme ça, on va trouver l'année prochaine. Tout à fait. Donc, il y avait un petit peu toute cette ambiance-là, et puis bien sûr les pois d'Angola. Quand nous n'achetions pas au libre service, surgelés. Non, du tout. Et on allait cueillir les pois d'Angola. Il fallait les écosser, si bien qu'après, on avait les doigts tout noirs, à force d'avoir écossé des pois d'Angola. Donc, il y avait toute cette ambiance-là, au moins plus de mois avant Noël. Voilà. Eh oui, tous ces préparatifs, mais ce qui est intéressant, c'est de pouvoir retrouver à travers justement tous tes contes. Tu as fait pas mal de publications
autour de ces contes. Donc, à part Noël, il y a plein d'autres choses à découvrir. Les enfants, on les éduque aussi à travers les contes. Oui, parce que maintenant, le conte devient pédagogique, il devient, je sais pas moi, éducatif. Il n'est pas uniquement là pour distraire. Hein. Tout à fait, il a un but aussi. Voilà, c'est-à-dire on lui donne autre chose que... Mais le conte est là pour susciter l'imaginaire, l'imagination. Le conte, il n'y a pas d'âge, parce que des fois on me dit c'est pour quel âge, on dit il n'y a pas d'âge. Bon, il y a des contes effectivement qu'on va dire à des adultes qu'on ne dira pas à des enfants, mais tous les contes des enfants, bon, les adultes peuvent entendre. Il y a une petite chose aussi que je voudrais rajouter. Pendant toute l'année, tu vois, on mange des oranges des fois, etc. On pensait déjà à Noël, parce que la pelure, parce que nous avons une manière bien spécifique, nous en Martinique, d'éplucher nos oranges en rond comme ça, et on mettait la peau à sécher sur une petite ligne, parce qu'on pense que ça va sécher et qu'on va mettre à tremper dans le rhum pour faire le schraube. Voilà. Donc tu vois, Noël, c'est toute l'année que ça se prépare. Ouais. Bien sûr, nous avons d'autres coutumes, comme le carnaval, comme Pâques, nous avons des temps très forts. Hein? Mais il me semble que Noël, c'est la période, à mon humble avis, que c'est la période la plus ancrée chez nous. Alors, il y a Noël. Et puis, l'histoire du Papa Noël, alors là, c'est autre chose. Je ne me souviens pas tellement qu'on croyait que c'était le Père Noël qui mettait les jouets. Je ne sais pas si j'ai pas ce souvenir-là, que c'était le Papa Noël. Mais en tout cas, on savait qu'il y aurait eu des jouets le lendemain matin. Il y aurait eu un présent assez magique, puisqu'en fait... Voilà, on ne sait pas forcément si ce sont les parents, voilà, oui. ça reste magique quand même. Absolument. Donc, pour parler encore des fêtes de Noël, moi j'habitais une commune qui s'appelle le Carambé, et ça c'est là-bas que j'ai vécu. Mon père était concierge d'un hôpital qui s'appelait le Sanatorium, maintenant ça s'appelle l'hôpital du Carambé. Et c'était des gens qui avaient une longue maladie là qui s'appelait la tuberculose. Mais chaque année, le personnel, enfin la direction et tout ça, fêtait Noël pour tous ces gens-là. Et il y avait un groupe qui venait, c'était le Loup-Bois-la-Ville. Le Loup-Bois-la-Ville venait, il y avait des conteurs, parfois on avait une chanteuse peut-être qu'on ne connaît plus, Monde de Rivelle. Il y avait des groupes de danse, puisqu'il y avait les ballets de Martinique, etc. Il y avait une grosse fête de Noël pour tous ces malades. Voilà. C'est important pour eux, c'est thérapeutique de pouvoir... Absolument, parce que c'était la seule fête, puisqu'on n'avait pas le droit de venir comme ça à l'hôpital, puisque c'était une maladie très contagieuse en ce temps-là. Il n'y avait pas tous les vaccins qu'il y a maintenant. Et donc, cette période-là était importante parce que tous les gens qui étaient hospitalisés, leurs familles et tout ça, c'était une seule grande fête. Et là, c'était franchement très culturel. Culturel, comme on dit, et à thématique, fondogmatinique. C'était le Loup-Bois-la-Ville, c'était des conteurs, c'était les danses de chez nous, marchaient comme ça, c'était Monde de Rivelle, Monde qui a dansé bikini, etc., avec toutes les robes que l'on connaît de notre patrimoine vestimentaire. Voilà. Donc tout ça, c'était Noël. Tout à fait. Notre Noël issu de notre patrimoine aussi, absolument. Puisque toutes les figures sont présentes. Et d'ailleurs, est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire qu'on a des nouveaux conteurs plus jeunes qui parviennent quand même à garder cette culture? Alors oui, il y a maintenant, on fait des formations pour les conteurs. Voilà. Moi-même, j'en fais. Maintenant, ça se... Comment on dit, on cultive cette culture-là, mais avant les conteurs, on apprenait en les écoutant. Moi, j'ai appris à compter parce que je montais à Sainte-Marie avec tous les conteurs. Bon, il y en a beaucoup qui ne sont plus là, mais tu n'avais même pas droit à la parole, surtout en tant que femme. Donc, on les écoutait, on s'imprégnait, etc. Et tu devenais conteur par initiation, disons, quasiment. Mais maintenant, il y a des cours, on forme des conteurs, etc.
Mais quand même, je pense que le conteur ou la conteuse, alors en créole, mon quand le monde a dit en conteuse ou bien en contais, ça n'existe pas. C'est en majolais. Ah. Voilà. Majol, c'est on est en majol, etc. Ok. Donc, le mot majolais pour les conteurs, parce qu'on attend de ça simplement prendre le mot français et puis à le dire en créole. Ouais. Autrement, c'est pas la peine de parler créole, ce sont toujours les mêmes mots. Donc, en créole, nous avons dit majolais. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai fait mon petit livre, qui s'appelle Majolaï, ou l'art du conte créole, où dedans, effectivement, je mets tous les petits secrets que j'enseigne aussi. Et pour pouvoir créer des contes, nos personnages, les personnages de contes et tout cela. Je dis qu'il y a quand même un certain statut pour un conteur. On ne peut pas me dire qu'un petit enfant de 10 ans est un conteur. Oui. Parce que pour moi, le conteur a un statut. Il a un vécu aussi. Il a déjà un vécu. À 10 ans, l'enfant va dire des contes, effectivement. Des fois, il y a des enfants que j'ai déjà vus qui sont de vrais conteurs. Je ne dis pas. Ils racontent pas mal d'histoires, ils ont déjà beaucoup d'imaginaire. Absolument. Voilà. Mais pour moi, le conteur a un statut. Donc, c'est à partir d'un certain âge que tu es vraiment le conteur, parce qu'il y a ton vécu aussi. Tu vas aller faire l'eau, bagaille, bêtises, et puis après, au Camini, je suis un conteur, etc. Tout à fait. Pour moi, tout à fait. Il y a un respect pour le conteur qui est là, qui raconte vraiment des histoires qui... C'est le gardien de la mémoire, pour moi. Oui, tout à fait. Le gardien, et puis c'est par lui que ça se transmet. C'est par lui qu'on transmet ce qui se passe, que ce soit Noël, Carnaval, les misères du monde, les misères de la vie, etc. Et puis les joies. Tout ça, c'est le conteur. Il y a des conteurs qui n'ont... Bon, ils ont chacun des répertoires. Parce qu'il y a des contes anciens qu'on redit toujours et tout cela. Mais il y en a qui créent leur propre conte. Un jour, je faisais une manifestation à Casse-Pilote, et il y a un conteur qui arrive. Ben, il n'a pas de conte. Mais pendant qu'il est là, pendant qu'il dit le conte, il est en train de l'inventer. Oui. Oui. Absolument. Il y a cette capacité-là. Alors, il dit, ouais, mon sorti cette Marie, mon fini, Casse-Pilote, mon passé, qui ça a été, il dit les communes où il a passé, etc. Il y a toujours un petit truc qui se passe. Pendant qu'il dit le conte, il l'invente. Voilà, donc ce sont des contes, bien sûr, qu'on ne va pas retrouver dans des livres. Et puis, on disait aussi qu'écrire les contes, que c'était une trahison. Alors, c'est vrai, parce que on fait les contes, normalement, c'est de l'oralité. Tout à fait. De l'oralité. Mais maintenant, avec la vie qu'on a aujourd'hui, bien qu'on dise soi-disant que les gens ne lisent plus, pour laisser des traces, on est obligé de marquer. On est obligé de mettre les contes dans des livres. Les pauvres, de toute façon, ils s'évadent au moment où on les lit, oui, tout au moment où on les dit. Mais pour garder des traces, il faut les écrire. Ça n'empêche pas que les gens inventent quand même des contes qu'on ne va jamais trouver dans des livres. Tu arrives là, tu dis tes affaires, voilà, avec ce que tu as autour de toi, tu fais un conte. Il y a cette capacité-là. Mais c'est une trahison si on veut de faire ça. Mais maintenant, on est quasiment obligé, surtout il faut que ça rentre maintenant dans les écoles, les enfants étudient les contes, puisque les contes sont devenus aussi éducatifs, au café mathématiques et puis contes, au café la cuisine et puis contes, au café soin mon et puis contes. Le conte, c'est une thérapie également. Tous les contes, tout ce qu'on vit au cours de notre vie, il y a toujours un petit rappel à un conte ou bien à un proverbe. À chaque jour, il y a un proverbe qui s'applique à ce que l'on vit, à une situation, etc. Tout à fait. D'ailleurs, tu parlais de l'hôpital tout à l'heure, tu parles des enfants. Dans les écoles, les enfants sont beaucoup en apprentissage de leurs émotions, des situations de la vie. À travers les contes, ils vont pouvoir exorciser pas mal de choses. Absolument. Ça sert à ça aussi au fur et à mesure. Le conte a des fonctions que l'on ne connaissait pas. Je me souviens, j'ai sorti ce petit livre-là. Alors, moi, je travaille sur le patrimoine. Oui. Dédé le secret du gommier. Eh bien, il y a des enseignants qui se sont penchés sur le conte. Bon, moi, j'ai écrit mon conte parce que le gommier disparaît un peu, on n'en fabrique plus ici, etc. Alors, mon conte, c'est un enfant qui est malentendant et qui doit aller retrouver
la manière dont on fabriquait le gommier. Donc, bien sûr, il a tout un parcours à faire. Donc, c'est une réalité qu'on fabrique plus de gommier. C'est une réalité que le gommier existe en Martinique. Mais et c'est une réalité aussi qu'on a des enfants malentendants. Tout à fait. Alors là, l'enfant doit aller chercher comment on fabriquait les gommiers. Donc, il va rencontrer, c'est là qu'on note dans l'imaginaire, tu vois, on sort de la réalité pour l'imaginaire. Il va rencontrer un crabe qui va lui donner des indications. Il va rencontrer une fourmi et tout cela par le biais d'un conteur qui lui a expliqué, même si tu as ton handicap, tu peux trouver ce qu'on appelle le secret des gommiers. Mm-hmm. Donc, tu vois, la réalité au départ, et ensuite on entre dans l'imaginaire jusqu'à revenir à la réalité, puisque maintenant on a recommencé à fabriquer des gommiers. Tout à fait. Et puis à travers ces différentes images, ces différentes symboliques, on peut discuter derrière du handicap, de la parole, de l'apprentissage, de plein de choses. Alors le groupe des enseignants s'est penché sur le livre. Même moi, je n'ai jamais imaginé que dans le conte que j'avais fabriqué pour me faire plaisir et faire plaisir à des enfants, qu'il y avait tant de messages dans ce conte. Exactement. Moi-même, je me décidais, ah bon, c'est pas possible. Ah oui, on fait ça. J'ai dit, c'est pas vrai. Donc, on fait des choses, on fait nos contes, mais il y a une telle portée qui peut être exploitée. Ce sont les autres qui découvrent, effectivement. Exactement. Bon, ce sont des pédagogues, moi, un petit peu pédagogues, si on veut. Mais les professionnels de la pédagogie ont trouvé plein de messages qu'il y avait dans ce petit conte, et c'est valable pour beaucoup de contes. Tout à fait, les mots ont une portée dans tous les cas, et tout ce qu'on va dire à travers les contes va sonner de manière différente, je pense, chez chaque personne. Chaque mot va retentir par rapport à son propre vécu. Il y a des choses qui vont nous toucher, d'autres moins. Et c'est ça qui est intéressant aussi. Et puis dans l'univers des conteurs, on va avoir des univers différents. On va avoir des façons de conter différentes. Absolument. Ce qui est chez nous, qui prône un peu, c'est la manière de le dire. On a toujours les yécris qui craquent, les mystiques. Il y a des gens qui me disent, mais qu'est-ce que ça veut dire? Je leur dis, mais ça ne veut rien dire. Tout à fait. Mais en même temps, ce sont des questionnements. Ça veut dire, est-ce que vous êtes toujours là avec moi? Est-ce que vous me suivez? Etc. Oui, tu as failli me réveiller tout à l'heure. Non. Voilà. Et puis, dans les endroits où on met des contes aussi, je vois les gens mettre des chaises. Les chaises sont rangées comme ça, rang par rang, carré, etc. Moi, quand j'arrive pour compter, je dérange tout. Oui, c'est vrai. C'est un cercle, un demi-cercle. Alors, ne mettez pas les champs. C'est pas une salle de spectacle. C'est pour ça, d'aller compter dans des salles de spectacle, etc., c'est compliqué parce qu'on ne retrouve pas cette chaleur, cette ambiance, et puis cette image de la demi-lune. Tout à fait. De la cour. C'est la base. Voilà. Et oui, voilà. Est-ce que la cour dort? Voilà. Et puis, aller compter aussi. On vous met un micro, etc. Et des fois, vous avez certaines gestuelles à faire. Mais quand je tiens un micro, ça me gêne. Oui, il manque des choses. Mais regarde, moi, là, qu'à parler, moi, là, qu'à faire le geste. Exactement. Voilà. Donc, quand tu as un micro à tenir, effectivement. Donc, souvent, même les compteurs, je suis dans une association aussi qui a des compteurs. Souvent, on essaie de compter sans les micros. C'est pour ça qu'aller compter 200, 300 personnes, c'est beaucoup. C'est pas la même chose, on n'est pas aussi proche du compteur qu'on le voudrait. Voilà. Une fois, je me souviens, j'allais compter, et puis on m'a mis sur un podium qui faisait au moins 1,50 m comme ça, et puis il y avait les gens en bas. Alors j'ai dit non. Soit je reste en bas, on m'a dit, mais on ne peut pas, on a déjà... J'ai dit, bon, alors j'ai dit, les enfants, vous montez sur le podium. Tous les enfants sont venus s'asseoir là. Et puis à ce moment-là, bon, les autres qui étaient en bas ont aussi entendu. Oui. Mais moi, j'avais cette chaleur des enfants proches, qui étaient là, qui répondent et qui vivent le conte, et puis qui étaient interrompus aussi parce que il y a des choses qu'ils veulent savoir que tu ne dis pas. Tout à fait. Tout à fait. Mais pourquoi un tel, il fait ça, et puis... Exactement. Mais même quand je fais les spectacles de marionnettes, avec ma petite marionnette là, elle c'est Mangousse. Justement, c'est la cuisinière. Elle a toujours son petit panier et elle va faire les coups. Mais une fois, je faisais des comptes et Mangousse voulait faire un gâteau et puis il y a Macaque qui avait volé la farine. Et puis je suis là derrière mon castelet. Alors, voici Macaque. Alors là, ça s'appelle un coucou d'air. C'est une marionnette qui se cache. Voilà. Et qui sort. Voilà. Alors je suis là avec ma marionnette derrière mon castelet.
Je sens la marionnette qui part, comme ça. On me l'arrache des mains. Pourquoi? Parce que les enfants ont tellement suivi que c'était un voleur. Les enfants sont venus tenir la marionnette pour punir. Et bien bon, ils sont rentrés dedans, oui. Ils sont rentrés dedans. Voilà. Donc, bien sûr, quand on fait les spectacles de marionnettes, c'est avec les contes. Et tout cela, moi, je ne dissocie pas le fait de compter et de faire un spectacle de marionnettes. Donc, les enfants, les adultes, sont dans le conte. C'est un monde dans lequel on évolue tous les jours. Exactement. Et puis, je sais que tu enseignes aussi à créer des personnages, à créer des marionnettes. C'est aussi le côté créatif qui est là, qui est derrière et qui a besoin d'être... Absolument. Il faut continuer de transmettre. Moi, c'est mon maître mot, transmettre. Et donc maintenant, comme on dit, j'ai transmis, puisque bon, j'ai enseigné à l'IFMES pour des éducateurs spécialisés, éducateurs de jeunes enfants, et j'ai fait mes propres ateliers aussi. Et enfants comme adultes, effectivement, sont venus suivre cela. Et puis là, maintenant, j'espère que j'ai fait de la transmission et je suis passé un petit peu à autre chose. Maintenant, je fabrique des gaules. Voilà. Et la gaule, c'est quoi? Bon, c'est un élément aussi patrimonial. Tout à fait. C'est une robe qui fait partie de notre tradition et que je trouvais qu'on laissait un petit peu de côté, qu'on avait un petit peu oublié. Alors, j'ai repris la gaule et maintenant, je fais des gaules. Bon, on l'appelle maintenant les gaules à la Jala. J'ai mis un petit système en place pour que les gens puissent apprendre facilement à faire leur gaule, la gaule de base. Et puis ensuite, on a stylisé, on a mis des gommes dedans, comme ça. Voilà. Mais on a gardé quand même la structure de la gaule. Donc, partir d'une chose. Bon, puisque, comme on dit, j'ai fait de plusieurs choses. J'ai fait de l'agriculture aussi. J'ai fait plein de choses dans ma vie. Et tout ça, c'était un terreau pour pouvoir faire d'autres choses. Donc, des fois, on vous dit, ah, mon enfant, il est tout château, je l'ai mis au J2, il a fait un an, il veut pas, j'ai fait ça, il veut plus, il veut ça. Mais laissez-le. Il veut faire du foot, vous le mettez au foot, il veut faire, etc. On n'est pas obligé que l'enfant fasse la même chose pendant 25 ans. Bon, il y a les champions maintenant, effectivement, ils ont commencé à 3 ans et puis ils continuent. Mais il y a des enfants, c'est pas leur chemin. Donc, ils se cherchent, etc. Mais tout ce qu'ils vont faire dans leur vie, ça va leur servir. Comment j'ai pu faire, par exemple, ce livre sur l'agriculture? Voilà. On me dit, ouais, tu es comtesse, etc. Tu as fait un livre sur... Oui, parce que je suis passée par ce chemin. Ça en fait partie. Ça en fait partie de cet apprentissage. Oui. J'ai écrit mon premier livre que j'ai sorti pour enfants. C'était un livre sur les crabes qui s'appelait Mi Belle Matutu. Ça, c'était en 1991. Eh bien, c'est pas moi qui ai choisi les crabes, c'est venu parce que comme mon père, ses frères et tout ça, c'était des marins pêcheurs, on allait en vacances près de la mer à la presqu'île du François. Eh bien, on voyait des crabes tout le temps. On pêchait des crabes, on en mangeait et tout. On connaissait, automatiquement, c'est ça qui est revenu. Voilà. Tout à fait. Voilà pourquoi on fait des livres sur Pâques, on fait des livres sur Noël, sur le carnaval, tout ça. Je n'invente rien. Mais c'est très important que tu nous laisses des écrits. Tu parlais tout à l'heure, effectivement, c'est une tradition orale, le conte, mais les écrits nous permettent d'aller voir par nous-mêmes aussi. Aujourd'hui, les enfants sont devant les jeux vidéo, devant la télé. Quand tu nous parles des crabes, de compères, tous les compères de la forêt, en fait, de la mer, on va aller les chercher partout, on va les vérifier, est-ce qu'ils existent vraiment, on peut faire des histoires en plus, et ça nous permet d'aller découvrir, en fait, ton imaginaire, mais aussi l'imaginaire que tu as vécu en tant que petite fille, qu'on n'a plus forcément aujourd'hui à notre portée, et ça nous permet de garder cette culture. Un jour, moi, aller et puis faire des animation, et puis Timama et tout ça. Alors, on l'a fait, c'était justement, ça tombait à Noël. Alors, je montre aux enfants, il y a les oranges, et etc., les dessins. Timama, aux oranges, j'ai dit, moi, une pomme! Aïe! Je suis surprise. Ouais. Je lui ai dit, qu'est-ce que tu vois là? Ah, une orange! Mais l'instinct de l'enfant tout de suite,
c'est pas ce qui correspond, c'est ce qu'il a dans sa tête. Oui. Donc, c'est important de donner à nos enfants l'imaginaire de chez eux. Tout à fait. Voilà, il est tellement habitué avec les livres qu'il y avait d'autres choses que, instinctivement, c'est une pop. Il y a un monsieur qui est venu me dire, vous savez, on ne savait même pas que les cochons noirs existaient. Je leur ai dit, oui, il n'y a pas que les cochons roses, parce que tous les enfants coloriaient les cochons en rose, les trois petits cochons sont alors, roses. Quand j'avais montré le cochon noir, il me dit, ça n'existe pas. Alors, il y a des pères, des mères qui viennent me dire, vous savez, mon enfant ne connaissait pas l'opossum de chez nous, là, qui est le manicou. Il ne connaissait pas. Il ne connaissait pas le mangouste, etc. Eux, c'est un écureuil. J'ai dit non. C'est bien qu'ils connaissent ça. Bon, moi aussi, mon enfance a été bercée un peu dans les livres, des choses d'ailleurs. Mais heureusement qu'on avait quand même vécu, ou la campagne, ou la ouais, c'est bon. C'est mangouste, c'est manicou, c'est barita au kawaii. Tout à fait. Donc, tout à fait. il faut que l'enfant sache. Parce qu'il y a un enfant aussi qui était persuadé. Il me dit, ah oui, il y a eu des dinosaures. C'est une perruque de machine de dinosaures. Ah oui, il y a eu des dinosaures en Martinique, etc. L'enfant. Qu'est-ce que je peux dire? Pourquoi pas? On est dans l'imaginaire, pourquoi pas? Ah non, mais l'enfant était persuadé que ça existait. Voilà, il faut savoir à quel moment on a les pieds à terre et à quel moment on a la tête dans les étoiles. Tout à fait, tout à fait. Parce que là, quand il dépend, quand il tombe fort. Donc, c'est bon de donner beaucoup d'imaginaire. Il faut qu'ils imaginent, il faut aussi les moments imaginés. Et puis, il y a aussi les moments réalité. Exactement. Voilà. Et c'est tout ce qui est important de trouver le juste milieu. Voilà. Utiliser les contes pour apprendre, utiliser les contes pour éduquer, pour donner des morales, pour aussi donner un vocabulaire, des émotions, le lien entre le bien, le mal, etc. Donc il y a plein de choses à travers les contes qu'on peut apprendre. Mais effectivement, la réalité est très importante. Savoir faire la part de l'imaginaire, la part de réalité, c'est tout le défi de nos nouveaux contes aussi, à travers la violence qu'on peut voir aujourd'hui, à travers tout ce qui se passe. Garder cette âme d'enfant. Et merci d'être venu sur cette émission pour nous donner encore un petit peu d'étoiles dans les yeux, que ce soit pour les tout petits que pour les plus grands. Moi, je suis une fan des contes. Je reste toujours dans ma créativité, dans tout ce que je peux trouver. Tous les jours, je vais raconter plein d'histoires. Et nous sommes en période de Noël. C'est très important pour les enfants de leur garder ces petites pépites de manière à les protéger un petit peu du monde extérieur qui peut être parfois très, très difficile. Ah oui, il faut les protéger. Donc, merci pour ta venue. On te retrouve dans plein d'autres aventures. On te suit partout et on te demande allègrement pour nous conter toutes ces histoires. Merci, Jala. Merci. Donc, à bientôt pour une nouvelle émission. Et je vous souhaite de très bonnes fêtes de fin d'année.